Les Philippines sont le plus grand État insulaire de la planète. Sur plus de 7100 îles, 1700 sont habitées. Les bateaux sont les ponts mobiles qui les relient entre elles. Ils sont aujourd'hui encore le plus important moyen de transport pour les hommes et les marchandises. Ils font à la fois office de taxi, d'omnibus, de train et de véhicules de transport de marchandises. On trouve des ferries rapides, des bacs, des catamarans, des vedettes du dernier cri, mais aussi des bankas. Ce sont ces bateaux à balancier traditionnels qui vont nous mener d'île en île. Le nombre de bankas aux Philippines est estimé à un demi-million. Seuls 4% d'entre elles, soit 20 000 bateaux, assurent des liaisons officielles. Pour le reste, il s'agit généralement d'embarcations privées ou de bateaux de pêche. Les Philippines constituent une bande de terre qui s'étire d'ouest en est, de la mer de Chine méridionale à l'océan Pacifique. L'archipel est un trait d'union entre Asie du Sud et Asie du Sud-Est. Notre voyage débute à Puerto Princesa, la capitale de Palawan, la 7e île du pays par sa taille. Puerto Princesa a été fondée en 1872 par des colons venus de l'île de Luzon. Avec plus de 250 000 habitants, la ville est de loin la plus importante de l'île de Palawan. Elle est connue pour être la métropole la plus propre des Philippines. Le faible taux de pollution des rivières et de l'eau potable a des effets bénéfiques sur la santé de ses habitants, et notamment sur celle des enfants. Les jeepneys, d'anciennes jeeps américaines converties en minibus, sont le moyen de transport terrestre emblématique des Philippines. L'imposante cathédrale de l'Immaculée Conception témoigne de l'héritage laissé par les colons espagnols il y a plus de 300 ans. Aujourd'hui, 90% de la population philippine est de confession catholique. La pittoresque Puerto Princesa se situe à l'abri d'une baie du même nom. Dans les villages de pêcheurs, le lever du soleil marque le retour des bankas partis pour la nuit. Ici, des milliers de familles vivent encore de la pêche. La plupart d'entre elles occupent des constructions sur pilotis en bord de mer. Les bankas sont leur unique moyen de subsistance. Depuis une dizaine d'années, les fonds marins de Palawan se régénèrent peu à peu grâce à l'interdiction de la pêche à l'explosif. Les pêcheurs de la région approvisionnent de nombreuses villes du pays, dont Manille, la capitale. Sur les étals du marché aux poissons, le choix est vaste. Mais certaines denrées sont destinées à des consommateurs d'un tout autre genre. Située à l'ouest de la ville, la ferme crocodile, baptisée Centre de sauvetage et de conservation de la faune sauvage de Palawan, accueille près de 4000 crocodiles d'eau douce et crocodiles marins de tous âges. C'est une véritable attraction touristique. Officiellement, l'objectif de la ferme est d'offrir une chance de survie à ce saurien géant qui avait presque disparu de l'archipel, avant de bénéficier d'un programme de protection d'espèces. Nous montons à bord d'un bateau privé pour rejoindre la petite ville côtière de Roras. Il est possible de s'y rendre en voiture, mais la banca est un moyen de transport plus confortable. Tant le port de Roras, à une 60aine de kilomètres de la capitale,
le Totsi 3 est en plein chargement. Il relie l'île de Palawan à celle de Dumaran. Avec un poids à vide de 20 tonnes, cette impressionnante banca peut transporter jusqu'à 70 passagers et 18 tonnes de marchandises. Les derniers passagers ont à peine rejoint la terre ferme que le travail reprend déjà. Charger et décharger le bateau demande des forces, mais aussi un certain sens de l'équilibre. Le Totsi 3 quittera le port le lendemain matin. « 9 h du matin, les premiers passagers embarquent avec armes et bagages sans se presser. Pour eux comme pour l'équipage, c'est la routine. La vie sans bateau serait impensable dans les États insulaires. Bien arrimé, le chargement sera moins malmené par la houle. Dans la région, les bancas servent uniquement de bateaux de transport. Elles n'ont pas besoin de cabine car ici les distances sont relativement courtes et les trajets s'effectuent en une journée. La sécurité est prise très au sérieux à bord d'une banca aux Philippines. Chaque passager doit inscrire son nom sur une liste. Le garde-côte Jimmy Rubyte y jette un œil afin de s'assurer que leur nombre ne dépasse pas la limite autorisée. Il contrôle également les dispositifs de sécurité avec le capitaine et le barreur. Ensemble, ils revoient une dernière fois la liste d'embarquement. Une copie de cette liste reste au port. Le départ est imminent. Nous avons juste le temps d'interroger Jimmy Rubyte sur sa mission. Nous contrôlons avant tout les systèmes de sécurité de navigation. Nous vérifions le bon fonctionnement de la radio, du compas et du GPS. Quelle est la procédure pour les passagers? Nous comptons toutes les personnes à bord pour être sûr de ne pas dépasser le nombre maximal autorisé. Et les passagers doivent porter un gilet de sauvetage. Cette règle vaut pour tout le monde. C'est la procédure standard. Il est temps de larguer les amarres. Le Totsi fait ce trajet 3 fois par semaine, aller et retour. L'équipage n'a donc droit qu'à un seul jour de repos. Ses 11 membres sont bien rodés. Chacun d'entre eux sait ce qu'il a à faire. Le Totsi a été mis en service il y a 3 ans. Il est construit dans le style traditionnel, tout en bois et en bambou. La région de Palawan constitue à elle seule un archipel de 1700 îles. Le voyage qui relie Roras à Araceli, sur l'île de Dumaran, dure environ 8 heures. Pendant le voyage, les passagers retirent leurs gilets de sauvetage malgré les consignes de sécurité. Mais ils les gardent à proximité en cas de danger. Quand la mer est calme, la traversée est agréable, car le Totsi est une embarcation très stable. Les balanciers en bois et en bambou qui se trouvent sur les côtés stabilisent le bateau. Le Totsi 3 est non seulement moderne, mais il est aussi particulièrement grand. Cette banca avoisine les 30 mètres de long pour 18 mètres de large. Autorisé à naviguer en pleine mer, le bateau peut résister à des vents de force 8. Le capitaine et le barreur sont les deux responsables à bord. Ils aiment autant ne pas révéler la puissance des 2 moteurs diesel dont le bateau est équipé et se contentent de nous confier que cette banca consomme 22 litres de carburant par heure à une vitesse de près de 16 nœuds, soit environ 30 km/h. Lorsque nous lui demandons s'il a déjà été confronté à des situations dangereuses, le capitaine George Signy sourit. Bien sûr. Nous avons déjà navigué avec de très mauvaises conditions météo. On a dû se mettre à l'abri dans l'île la plus proche.
Dans ces cas-là, il faut aller au plus près possible des côtes pour se protéger. Le port de Rojas est toujours ouvert. Mais quand il y a une tempête, on est obligé de trouver un autre point d'ancrage sur la rive. Comment ça se passe avec les gardes-côtes? Nous sommes tout le temps en contact. Et ils nous envoient des informations. Sinon, nous prenons les décisions sans eux. L'équipage semble avoir tiré les leçons de ces mésaventures passées. Mais comme avec les trains ou les bus dans d'autres pays, un équipement de pointe ne suffit pas à écarter totalement le risque d'accident. Cependant, les passagers savent que c'est sur ces embarcations officielles qu'ils sont le plus en sécurité, car la plupart des bateaux privés n'ont pas de connexion radio. Il y a mille et une raisons de vouloir prendre le bateau. Armando Cam, lui, retourne dans sa ville natale. J'avais affaire à Rojas. Je devais donner un coup de main à quelqu'un. Maintenant, je vais à Araceli pour retrouver ma famille. Et puis j'adore pêcher là-bas. J'ai ma propre banca. Elle a un moteur et un filet de pêche. Ça me détend. En plus de ça, il va y avoir une fête dans mon village. Et puis dans une semaine, je retournerai à Rojas pour travailler. Le trajet jusqu'à l'île de Doumaran revient à environ 9 €, collation comprise. Mais dans un pays où le revenu moyen est de 200 €, ce n'est pas rien. Le repas préparé à bord est simple, mais les ingrédients sont frais et savoureux. Nous avons loué une deuxième banca pour les besoins du tournage. En pleine mer, la traversée se fait plus agitée. Pour faire la plonge, il faut avoir le pied marin. Sur le pont, le capitaine a repris la barre car nous approchons de l'île de Doumaran. Le bateau s'apprête à faire une première escale dans le petit village de Bohol. Il n'y a pas assez de fond pour accoster ici. Le bateau jette donc l'ancre au large. Les passagers et les marchandises débarqués ici sont transférés sur de plus petites embarcations. Malgré la chaleur et l'humidité, l'équipage charge sans peine la cargaison sur le deuxième bateau. Le fret est une source de revenus supplémentaires pour les propriétaires de bateaux. Le tarif du chargement se calcule au mètre cube. Aujourd'hui, le Totsi transporte principalement des sacs de ciment. Neuf passagers rejoignent le bateau. Même avec l'aide de l'équipage, il vaut mieux être sportif. L'escale n'aura pas duré plus d'une vingtaine de minutes. L'équipage veut à tout prix atteindre Araceli avant la tombée de la nuit. Au bout de 2 heures de voyage, Araceli se dessine au loin. Avec environ 2500 habitants, c'est la ville la plus importante de Doumaran.
Même si Araceli est comme coupé du monde, tout le monde se réjouit d'être arrivé à bon port. Un cyclone s'annonce. Les habitants de l'île continuent leur travail jusqu'au dernier moment. Il n'y a plus qu'à attendre, alors même que la nuit commence à tomber. Le lendemain matin, les dégâts sont visibles, mais les habitants de l'île ont vu bien pire encore. L'année passée, le typhon avait détruit une centaine de maisons. Cette fois-ci, le bilan est sensiblement moins lourd. Dans la cour de la plus grande école d'Araceli, la journée commence avec l'hymne national et l'hymne de Palawan. Plus de 300 élèves répartis sur 9 niveaux d'enseignement sont scolarisés ici, jusqu'à l'équivalent du brevet. De la 4e à la terminale, ils fréquentent un autre établissement. Au CP, la plupart des élèves apprennent le filipino, la langue officielle du pays parlée dans toutes les écoles depuis 1978. Le filipino est un dérivé du tagalog, un dialecte de l'ethnie du même nom qui vit dans les environs de Manille et représente un quart de la population. Beaucoup d'enfants philippins découvrent donc la langue officielle sur les bancs de l'école. Difficile pour les femmes d'Araceli d'avoir une activité rémunérée. La pêche est réservée aux hommes et il n'y a aucune industrie. Elles ont donc lancé une initiative commune, le tressage de nattes en feuilles de pandanus, une plante locale très répandue. À l'origine, elles fabriquaient ces nattes pour leur usage personnel. Puis, elles ont mis en place un circuit de distribution afin de pouvoir vendre leurs réalisations sur d'autres îles. Araceli a des allures de petit village. La majorité de ses habitants vit dans des maisons en bambou à bonne distance les unes des autres. Les bancas de pêche sont souvent le bien le plus précieux que possèdent ces familles. Même l'artisanat est une denrée rare à Araceli. Roman Alcansado a 53 ans. Ses 2 fils et lui vivent de la pêche. Il n'exerce son activité de forgeron que 3 mois dans l'année, quand la pêche est interdite pour préserver les réserves de poissons. Les habitants de la ville apprécient son travail, bien que ses produits soient plus chers que ceux proposés dans le commerce. En 3 mois, il peut forger environ 150 lames. Il n'y a qu'une seule route goudronnée à Araceli, et seulement 2 voitures, dont un véhicule de police. Aujourd'hui, l'inspecteur Raoul Bacossa est en patrouille. D'abord basé au sud de l'île de Palawan, il a été affecté ici il y a quelques mois. La 2e voiture est le véhicule de fonction de la maire de la ville. Cette dernière habite à 2 pas du poste de police. Cette ville a-t-elle réellement besoin de policiers dans un endroit aussi paradisiaque ? C'est assez exceptionnel d'être basé sur cette île.
C'est incroyable de travailler ici, car les habitants sont très paisibles. Nous faisons beaucoup de travail administratif et de prévention pour maintenir un faible taux de criminalité. Nous patrouillons surtout dans les zones rurales. Depuis que je suis ici, il n'y a pas eu de criminalité à proprement parler, mais de simples incidents relativement faciles à gérer. Le bilan est encourageant. Le lendemain, nous nous rendons sur l'île de Dagman, sur les conseils du chef de la police, en banca bien entendu. Ses habitants gagneraient à être connus. Nous rencontrons notamment Victor Servancia et sa femme Ronita. Ensemble, ils cultivent du varech, une variété d'algues appelée seaweed en filipino. Accrochés à de longs fils, les plants atteignent la longueur nécessaire en l'espace de 3 mois seulement. Eau salée et lumière, tout ce qu'il faut pour la photosynthèse. Le varech est ensuite consommé directement ou utilisé dans des médicaments. Ce petit village de 150 âmes compte une quarantaine d'habitations. La pêche est ici leur moyen de subsistance. Rio Condesa est l'une des personnalités de Dagman. Ce père de famille de 33 ans est constructeur de bateaux. Il nous montre comment les bancas sont fabriqués depuis des siècles. Tous les matériaux proviennent de la forêt. Pour la quille de la banca, on utilise traditionnellement du bois d'apitong. En un an, Rio peut construire 3 ou 4 bateaux de 7 mètres de long, principalement destinés à la pêche. Une banca coûte 800 €, l'équivalent de 4 mois de salaire moyen. Cornelio, le beau-frère de Rio, s'occupe des balanciers qui stabilisent la banca. Il utilise du bambou, un matériau à la fois souple et solide, doté d'une grande résistance, même dans l'haute mer. Les deux hommes forment une équipe bien rodée. La coque du bateau est faite de barimbing, un bois léger, facile à travailler et très résistant. Bien entretenu, un bateau comme celui-ci peut tenir jusqu'à 25 ou 30 ans. Les bancas de plus grande taille, en revanche, sont fabriqués sur les îles de Luzon et Mindanao. Nos bateaux peuvent servir pour la pêche, pour les voyages, pour se rendre à une fête de naissance ou à d'autres événements pour lesquels il faut se déplacer en famille et aussi en cas d'urgence. C'est mon père qui m'a appris ce métier. Lui aussi, il construisait des bateaux pour faire vivre notre famille en plus de la pêche. Je l'ai beaucoup observé pendant mon enfance. Il m'a transmis les rudiments du métier. Nous utilisons du bois résistant que nous allons chercher nous-mêmes. Et les clous sont les seules pièces de métal qu'on utilise. Les pointes des balanciers sont les parties de la banca qui supportent le plus de charge. Dani Laderas a fait de la fabrication de cette pièce sa spécialité. Le dap-dap, utilisé pour sa construction, est également facile à travailler, mais il est plus résistant que le bois de la coque. À moins d'être endommagée, la pointe peut résister pendant toute la durée de vie de la banca. Cette embarcation, réputée pour sa bonne stabilité, est répandue dans beaucoup d'autres pays du globe, mais surtout en Asie. Ici, on pêche au filet depuis des générations. Mais depuis une dizaine d'années, on pêche aussi à la nasse. Cette technique était utilisée par les familles de la région de Mindanao, dans le sud des Philippines. Issues du peuple Bajau, elles vivaient à l'origine sur des bateaux. Elles se sont sédentarisées ici, car leurs ressources ont été pillées par la surpêche.
Nous nous rendons dans un autre village de l'île de Dagman, où tous les habitants semblent vivre de la culture du varech. Nous constatons que cette algue est une source de revenus très importante. Elle entre notamment dans la composition de dentifrice, de produits cosmétiques et de peintures. 2 millions de tonnes en sont produites chaque année aux Philippines. Le pays est ainsi le deuxième producteur mondial de varech derrière l'Indonésie. Un tiers de la récolte est réutilisé comme plan et rejeté à la mer. Retour sur l'île de Dumaran. Cette plage est très prisée des habitants d'Araceli. Elle abrite une petite aire de pique-nique née d'une initiative privée soutenue par la commune. C'est un endroit idéal pour bavarder ou faire la fête. La maire d'Araceli, Soukoudia, est une habituée des lieux. Il y a quelques mois, elle a été élue pour un mandat de 4 ans. Elle nous explique qu'ici, la vie est moins rose qu'il n'y paraît. En tant que maire, je dois améliorer le quotidien des habitants avec des moyens limités. Le soutien financier alloué par l'État est tout simplement insuffisant et nous ne pouvons pas mener à bien nos projets prioritaires par manque de moyens. Cependant, nous avons bien géré nos ressources et nous avons réussi à réaliser nos projets à faible coût. Nous avons de gros problèmes avec l'alimentation en eau potable. Et par ailleurs, Araceli est loin des grandes villes. Beaucoup de personnes malades ont besoin de s'y rendre pour être soignées. C'est ça la difficulté principale. Nous avons absolument besoin de moyens de transport plus rapides et plus efficaces pour rejoindre Rojas et Puerto Princesa. Mais tout cela ne semble pas entamer le moral des habitants d'Araceli. Ici, comme sur toutes les îles des Philippines, le karaoké est le passe-temps favori. Une fois de plus, c'est Madame la maire qui donne le la. Nous quittons Araceli pour retourner sur l'île de Palawan. Nous nous dirigeons à présent vers Taytay. Nous rejoindrons ensuite la ville côtière de Dipnai, puis l'île de Culion, et enfin Coron, à l'extrême nord de l'archipel de Palawan. Pour rejoindre Taytay, il faut louer une banca, car il n'existe pas de liaison officielle sur ce trajet. Après 8 heures de voyage, nous apercevons enfin Taytay. Le fort Sainte-Isabelle, situé à l'entrée de la ville, est une relique de l'époque coloniale espagnole. Taytay a quelque temps été la capitale de Palawan. Le fort, achevé en 1622, est le souvenir de 300 ans de colonialisme. En 1946, les Philippines furent la première colonie d'Asie à recouvrer son indépendance. Nous gagnons ensuite Dipnai par la route. L'île principale de Palawan est considérée comme la plus somptueuse de l'archipel en raison de son incroyable biodiversité. Relativement peu peuplée, elle est recouverte d'une jungle luxuriante, jusque sur ses plus hautes montagnes, s'élevant au-delà de 2000 mètres. Ces forêts tropicales abritent une grande variété d'espèces botaniques. Enfin,
un labyrinthe formé de centaines de petites îles, criques et fjords borde Palawan. La banca à destination de Culion et de Coron est déjà en place, ancrée dans la baie de Deep Nai. Ce bateau de près de 15 tonnes, baptisé Marfai, ne peut accoster sur le rivage peu profond de Deep Nai. Une petite embarcation achemine donc les passagers et les marchandises vers la banca. Le Marfai peut accueillir jusqu'à 68 passagers, auxquels viennent s'ajouter les 8 membres de l'équipage et une cargaison de 7 tonnes. Ce bateau de 27 mètres de long fend la mer depuis 22 ans déjà. Il est remis en état tous les 7 ans. En haute saison, la plupart des personnes qui empruntent ce trajet sont des touristes, et plus particulièrement des plongeurs. Doté d'un moteur de 300 chevaux, le Marfai va bon train. Il avance à environ 17 nœuds, soit près de 28 km/h. Culion se trouve encore à 6 heures de voyage. Pourquoi tant de touristes empruntent ces bateaux pourtant réputés dangereux? On va découvrir la région de Coron. On n'a pas pu prendre l'avion à cause du typhon. Donc c'est pour ça qu'on est sur ce bateau. Vous êtes au courant que ces bateaux ne sont pas sans danger? Oui, les gens pensent que c'est dangereux. Mais on vient de Slovénie. Alors le danger, on aime ça, vous savez. Nous prenons ce bateau pour explorer les Philippines. Il n'y a pas de vol entre El Nido et Coron. Donc la seule autre possibilité pour aller d'un endroit à un autre, c'est de prendre le bateau comme les locaux. Nous posons aussi la question du danger à ce jeune touriste. Justement, on voulait louer une autre banca à El Nido. Mais on nous a dit de ne pas la prendre parce qu'elle avait coulé 3 ans plus tôt. Ça faisait bien rire les gens à qui on en parlait. Du coup, on a pris ce bateau à la place. La majorité des accidents surviennent non pas sur des bancas, mais sur des ferries. Ces bateaux, pouvant accueillir jusqu'à 2000 passagers, sont souvent surchargés. L'année 1987 a été marquée par le naufrage du Doña Paz. 4300 personnes ont péri dans ce qui fut le plus gros accident maritime en temps de paix de l'histoire du pays. Des normes de sécurité renforcées s'appliquent désormais à tous les bateaux. Malgré une alerte au typhon, le voyage est sûr. D'après les prévisions, les vents ne devraient pas atteindre les Philippines avant 3 jours. Le barreur et le capitaine sont à nouveau sur le pont. Nous apercevons Culion, la prochaine escale. C'est ici que nous quittons le Marfai. Comme Tai Tai, cette petite ville située sur une île du même nom porte les traces d'un passé agité. Le fort et son église, ainsi que l'ancien hôpital, sont les vestiges de son histoire. De 1906 aux années 80, l'hôpital de Culion a abrité l'une des plus importantes colonies de lépreux au monde. Les habitants n'aiment pas évoquer ce triste épisode qui entache l'image de leur ville. En 1930, un centre de recherche est installé dans l'hôpital, devenu musée aujourd'hui. Il témoigne d'une époque où la maladie était très répandue aux Philippines. Pendant un temps, Culion a accueilli jusqu'à 5000 patients en même temps. Beaucoup ont péri, mais grâce aux recherches menées ici, la médecine est désormais capable de traiter efficacement la maladie. Sur une petite île comme celle-ci, les voitures sont un bien très prisé. Elles sont donc bichonnées par leurs propriétaires.
Culion compte environ 20 000 habitants. Dans la ville, les séquelles du violent typhon de décembre 2013 ont presque entièrement disparu. Quand les chauffeurs de tricycle ne travaillent pas, ils s'adonnent à la pratique du sport national, le basket, également présent dans toutes les cours d'école du pays. L'église de l'Immaculée Conception est devenue l'emblème de Culion. Visible de tous, elle trône au-dessus des derniers vestiges du fort, construit en 1740. L'église, ornée de grandes peintures murales, a été inaugurée en 1933. Comme dans toutes les régions des Philippines, les habitants de Culion vivent majoritairement de la pêche. Nous accompagnons le jeune Sonny Boy Rodillas et son petit équipage. Une fois le filet en place, les hommes se jettent à l'eau. Ils tentent d'attirer les poissons dans les filets en agitant l'eau. L'eau est chaude, mais leur travail n'en reste pas moins fatigant. Et il n'est pas toujours payant. Cette pêche leur permettra tout juste de nourrir leur famille. Il n'y a pas assez de poissons pour en vendre sur le marché. Ici aussi, les chalutiers se multiplient et utilisent des filets de plus en plus gros, aux grandes dames des petits pêcheurs. Sonny Boy Rodillas nous parle de son quotidien. En soi, la pêche, c'est extraordinaire. Mais la chance ne nous sourit pas toujours. C'est très aléatoire. De temps en temps, on fait de belles prises, mais souvent, on rentre les mains vides. La pêche, c'est très imprévisible, alors quand on fait ce métier, il faut savoir se renouveler. On teste de nouvelles méthodes. On va sur d'autres zones dans l'espoir de rentrer avec un filet plein. Parfois, on est épuisé. Alors on s'accorde un peu de répit. Parfois, il faut emprunter de l'argent à ses amis pour surmonter les moments difficiles. Mais dès qu'on fait une bonne pêche, on rembourse nos dettes. Suite au terrible typhon de 2013, Culion a été touché par la famine. De nombreux pêcheurs ont dû se consacrer aux réparations pour redonner un toit à leur famille. Un nouveau bateau attend dans la baie. Celui-ci nous amène à la dernière étape de notre voyage, la ville de Coron. Le Santa Barbara circule tous les jours. Avec 80 places à bord, il peut transporter jusqu'à 7 tonnes de chargement. Le trajet qui relie Culion à Coron dure à peine 2 heures. Du haut de ses 26 ans, le capitaine Francis Oyana a déjà de lourdes responsabilités. La Santa Barbara est une élégante banca de 14 mètres de long, plus fine que les autres bateaux de cette envergure. Elle est aussi plus rapide. Avec 300 chevaux, elle peut atteindre une vitesse de 18 nœuds, soit 33 km/h. Une bonne vitesse pour un bateau en bois. Le capitaine encaisse l'argent du voyage, environ 5 € par personne. Est-ce qu'un jeune capitaine comme Francis ne préférerait pas piloter un autre type de bateau? Probablement. Mais c'est toujours un plus de diversifier son expérience en navigation pour avoir plus de compétences. Mais pour conduire un autre bateau, il faut avoir la licence adaptée. C'est beaucoup de responsabilités. La moindre erreur peut être fatale et mettre les passagers en danger.
Le mousse, Mark Gesalgon, aime les conditions rudes du travail à bord. Je trouve ça super. Le travail est difficile, mais c'est un vrai plaisir. Pendant la traversée, il faut satisfaire les attentes des passagers. Il faut s'assurer qu'ils sont tous sur la liste et qu'ils portent des gilets de sauvetage et vérifier d'autres informations. Le plus important, c'est d'offrir le meilleur service possible. En travaillant ici, j'ai appris à m'adapter, car tous les jours, nous avons affaire à des personnes différentes. Nous devons aussi assurer la propreté du bateau, ainsi que celle des machines. Ça demande une attention particulière. C'est comme ça quand on voyage. Quand quelque chose ne fonctionne pas, notre travail, c'est d'y remédier. Nous entrons dans le port de Coron, la plus belle ville du nord de l'archipel de Palawan. Ce point de transbordement de marchandises est aussi un endroit très prisé des touristes, notamment pour la plongée sous-marine. Ici encore, les plongeurs se déplacent en banca. Construction traditionnelle, dotée de techniques modernes, la banca a encore de beaux jours devant elle. Ce bateau a depuis longtemps jeté l'ancre dans le quotidien des Philippins.